Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur l'info continue ce mercredi 2 avril 2025. On s'achemine petitement vers les élections générales de 2026 avec tout ce que cela comporte d'enjeux et de défis pour la classe politique et autres acteurs impliqués dans l'organisation des dites élections. Mais silence radio au niveau des potentiels aspirants au fauteuil présidentiel. Aucun duo de candidats ne s'est encore annoncé pour afficher ses ambitions. Silence radio également au niveau des projets de société, projets censés refléter ce qu'ils attendent faire pour leur pays une fois élus. Un silence apparent qui sans doute prépare la tempête. Élection 2026, qui sont les candidats et quels sont les projets de société? C'est le thème de notre discussion ce soir sur l'info continue, discussion que nous ferons tout à l'heure avec Gracien Makoko. Gracien Makoko, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Salut les fidèles téléspectateurs. Alors, vous êtes juriste, chercheur et écrivain. Merci de vous être montré disponible. Merci. En face de vous, nous sommes avec le consultant et analyste politique Alphonse Moïse Soudé. Alphonse Moïse Soudé, bonsoir. Bonsoir, vos chers confrères. Bonsoir à toutes et à tous. Et bonsoir à mon co-débatteur. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, Alphonse Moïse Soudé, où sont les candidats? Ben, écoutez, le nouveau code électoral a plombé toute éclosion de candidatures. Et quand vous lisez le code, c'est que les candidats sont désignés par les partis politiques. Ce qui veut dire que tant que les responsables, les membres du bureau politique des partis politiques ne décident pas d'organiser des primaires, parce que dans les partis politiques, je prends seulement les 3 partis politiques représentés à l'Assemblée nationale, parce qu'on a dit, pour être candidat, il faut avoir été parrainé par 28 élus. Oui. Donc aujourd'hui, si je prends ce schéma-là, je retrouve l'UPR, je retrouve le BR et je retrouve les démocrates. Donc voilà les 3 partis qui peuvent produire des candidats. Malheureusement, ces partis ne donnent pas la possibilité à tous les cadres, à tous les intellectuels, ceux qui se sentent à même de diriger le Bénin, de commencer déjà à exprimer leur envie. Parce que dans les partis, il y a beaucoup qui ont envie d'être candidats. Maintenant, il faut qu'au niveau de chaque parti-là, qu'on mette en place un système de désignation du duo. Oui. Le bureau politique national n'a pas le droit d'imposer. Parce que imposer, ça veut dire qu'il y a des gens qui sont d'office exclus. Oui. Il faut donner la possibilité à tous ceux qui se sentent capables de diriger le Bénin. Il faut instaurer une forme de démocratie aussi. C'est ce que j'appelle les primaires. Mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas si dans un parti politique, quelqu'un s'est déjà levé pour dire, moi, je veux être candidat en 2026. Et ce silence-là étonne. Mais par rapport au projet de société, tel que vous êtes désigné par votre parti politique, vous portez en même temps le projet de société de votre parti. D'accord. Les partis de la mouvance, ça sera la version review corrigée du président Patrice Talon. On va revenir sur, je dirais, ces projets de société tout à l'heure, mais en complément à votre développement, je voudrais préciser qu'il y a le parti FCBE également, qui a des élus seulement, qui n'ont pas le nombre, n'est-ce pas, précisé par, je dirais, le code électoral. Alors, je viens vers vous, Gracien Makoko. Où sont les candidats? Pourquoi jusque-là, n'est-ce pas, on n'a pas encore quelqu'un qui lève la tête pour dire je suis candidat, ou bien d'un duo qui se dit bon, nous on est prêts, on est candidat? Vous savez, la question elle est pertinente. Elle est pertinente parce que depuis 2016, le Bénin a engagé une nouvelle facette de son histoire politique. On a désormais les élections générales devant nous. On n'est pas accoutumé à ça. C'est vrai, il faut souligner que le Bénin n'est pas à sa toute première expérience des élections générales. Déjà, le décret 60-335 du 26 novembre 1960, qui a convoqué le corps électoral, avait convoqué ce corps-là pour l'élection des présidents de la République, vice-présidents de la République et des membres de l'Assemblée nationale. Cela signifie que le Bénin n'est pas à sa toute première élection, à sa toute première expérience des élections générales. Mais ce qu'il faut noter lorsqu'on s'interroge sur les candidatures, parce que juste là, on ne voit rien, c'est vrai qu'au niveau du code électoral, et même au niveau de la Constitution, les dates pour les dépôts de candidatures, ces dates ont été précisées pour les élections législatives et communales d'une part, et d'autre part pour l'élection des duos président de la République et vice-président de la République. Les délais ont été fixés et les délais ne sont pas encore dépassés, ces délais ne sont pas encore arrivés. Mais on aurait souhaité,
pour la vitalité du débat politique. Que déjà à l'intérieur des quartiers politiques, que les mouvements puissent être constatés, que les volontaires, ceux qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme mon vis-à-vis l'a mentionné également, les gens qui sont porteurs d'une certaine vision pour le pays puissent se manifester. Mais on constate que effectivement, il s'agit là d'un silence de cimetière. Le vis-à-vis a parlé d'un silence radio, mais je fais allusion à un silence de cimetière parce que il y a un dilemme. Le dilemme est que la loi, d'une part, donne pouvoir aux partis politiques de procéder au choix des candidats. D'accord. Et d'autre part, nous voyons un chef de l'État. Je fais allusion à la dernière interview donnée par notre président au journal, au magazine Jeune Afrique. Vous voyez d'autre part un président qui vous annonce qu'au moment opportun, il va choisir un dauphin. D'accord. Ah mais là, ça devient un grand dilemme. D'accord. Ça voudra dire quoi? Et je suppose que lorsque le président parle dans ces thèmes et qu'il n'a pas encore parlé, il a promis choisir un dauphin et qu'il ne l'a pas encore choisi, alors que les partis, au moins les partis de la mouvance présidentielle, je vais parler de l'UPR et je vais parler de BR, au moment où le chef a parlé, le président de la République est un peu comme on appelle le manager en chef de ces, il est quand même le patron de la majorité présidentielle. Et s'il annonce décider dans les prochains jours un dauphin, alors que la loi reconnaît aux formations politiques de procéder à cette désignation, c'est un problème. Ça sous-entend qu'il faut attendre, je dirais, les dernières consignes. Et cela pose un problème fondamental parce que, en réalité, il me semble, à titre personnel, peut-être que je me trompe d'analyse, que parler de dauphinat dans le contexte actuel des réformes politiques au Bénin, c'est un peu comme trahir l'esprit des réformes du système partisan. D'accord, on viendra à ce niveau. Alphonse Moïse Soudé, selon vous, quels problèmes les formations politiques ont? Puisque depuis l'avènement de ce que nous avons appelé réforme du système partisan et autres, toutes les formations politiques savent que désormais le travail va se faire majoritairement à leur niveau. La désignation du candidat ou au moins le parrainage d'un candidat, fût-il un particulier et autres. Quelles difficultés, selon vous, ces formations politiques ont et que jusque-là, on ne connaît pas encore, je dirais, les réalités en La difficulté d'abord, c'est quels sont les principes de base à partir desquels les gens se sont retrouvés dans les partis politiques. Est-ce qu'on y est allé par conviction? Est-ce qu'on y est allé pour la promotion de la démocratie? Le chef de l'État, même avant l'interview... C'est important, ces deux critères que vous avez cités. Oui, parce que si vous êtes dans un parti politique et qu'on vous y a contraint parce que vous occupez un poste de responsabilité dans la République et que vous devez vous retrouver là-bas sans conviction, sans avoir lu les textes fondateurs de ce parti politique, vous suivez comme un mouton de Parnuge. Mais je dis, avant Jeune Afrique, le chef de l'État avait dit qu'au niveau de la mouvance, qu'on n'ouvrirait pas le débat du choix de candidat car 6 mois. Il faut attendre 6 mois avant l'élection présidentielle, avant d'ouvrir le débat. Donc, il avait déjà planté le décor. Et dès qu'il a dit ça, personne n'a pu dire le contraire. Donc, je dirais, lui, en tant que géniteur des deux partis de la mouvance... On pouvait interpréter cela comme un message, n'est-ce pas, qui se limite au niveau des formations politiques soutenant ces actions. Est-ce que le même message devrait s'imposer aux formations politiques de l'opposition, par exemple? Non. Au niveau des partis de l'opposition, le débat n'est pas ouvert au CNC. Cela revient à dire qu'au niveau des partis politiques, on ne promeut pas la démocratie. La parole libre. Vous avez vu dans un certain nombre de partis politiques, quand des gens se sont exprimés pour trouver que Tantan Pion est mieux placé pour diriger le Bénin en 2026, le coup près est tombé sur leur tête. Donc, à partir de ce postulat-là, plus personne n'a envie de dire ce qu'il va faire. Mais c'est dangereux. Parce que, observez, le président Boni Yahi, quand il partait, a proposé Zinsou contre l'avis des membres du FCBE qui avaient un autre candidat. Et vous allez constater qu'au départ... On n'a pas dit d'autres candidats, c'est au pluriel ensemble. D'autres candidats avaient déjà commencé leur lobbying pour être désignés. Mais malheureusement, le chef a fait son option en mettant en veilleuse ce qui se passait dans le parti politique. Mais au départ, certains ténors du parti ont décidé de soutenir le candidat proposé par Boni Yahi. Mais quelques jours après, ils ont changé de camp. Certains sont allés vers Patrice Talon, certains sont allés vers Adjamando. Il faudrait que maintenant, au sein des partis politiques, que l'on accepte qu'il y ait le débat. Parce que si le candidat désigné, le duo désigné n'est pas consensuel, il y aura débâcle. Parce que les gens vont descendre dans leur circonscription électorale, faire de la contre-campagne contre le candidat de leur parti. Et ça ne serait pas favorable. Et ça ne serait pas favorable. Donc, je voudrais qu'on associe tout le monde à la désignation. S'il y a N personnes qui désirent
succéder par exemple au niveau de la mouvance à Patrice Talon, qu'on organise les primaires le pour débat, trouver le bon duo. au sein des formations politiques, c'est le canal, sinon c'est l'initiative principale selon vous? Oui, très bien. Avant de venir à cette préoccupation, c'est déjà le mouvement qu'on observe aussi au niveau du parti Les Démocrates, parce que comme on peut le constater, les paroles du patron de la mouvance présidentielle ne les engagent pas forcément, mais on voit également qu'eux aussi, ils traînent les pas. Cela peut s'expliquer politiquement. Parce que choisir un candidat aux élections présidentielles trop tôt, c'est qu'avec ce qui se passe généralement au Bénin, les gens peuvent être en train de craindre que cette personne puisse subir beaucoup d'attaques, beaucoup de choses, et puis bon, ils préfèrent attendre. Par rapport à la question des modalités de choix, je pense que le code électoral a manqué d'aller loin. À mon niveau, il semble que la réforme du système partisan, avec les belles intentions, les belles promesses, et puis tout ce qu'on retrouve à l'intérieur de cette loi-là, il me semble qu'il est impératif que la législation aille loin, ou tout au moins qu'un décret puisse préciser davantage l'application de cette loi. Moi, selon moi, à titre personnel, pour rester à la suite de M. Roussoudé, c'est quoi? Pour désigner les candidats, la loi dit simplement que ce sont les partis politiques qui vont désigner, sans préciser la procédure de désignation des candidats. D'accord. Cela voudra dire quoi? Si ça veut dire qu'on peut se passer des primaires que sujet justement se passer des primaires. Et dans ce cas de figure, on retourne à ce qui se passait au Bénin avant la réforme du système partisan. Peut-être qu'au niveau des démocrates, on attend un dernier jour et c'est avec les consignes du président Boni que le candidat est choisi. Comme il y a beaucoup de prétentions, les gens déjà s'adressent au président Boni, c'est à croire que de celui-là peut dépendre le choix. Et puis également du président Patrice Talon. Ce qu'on aurait voulu est qu'un décret précise davantage l'application de cette loi-là et qu'on dise par exemple que tous les partis politiques en capacité de compétir lors de ces élections prochaines puissent tout au moins procéder au recensement de tous leurs militants commune. D'accord. Alors, Moïse Soudé, vous pensez que le législateur n'a pas trop osé, n'est-ce pas, comme le souligne? Non, moi je dis... Il n'a pas trop osé au niveau du test législatif. Je prouve la relecture du code électoral. Il y a trop de handicap, trop d'anicroches dans ce code-là. Prenez l'article 40. Je me plais à citer l'article 40. Vous voyez le délai de dépôt des dossiers. C'est d'abord la présidentielle, 160 jours avant. Oui. Après, vous avez les législatives et les municipales. On a dit... Vous devez accorder votre parrainage au candidat à vous désigner par votre parti politique. Ça veut dire quoi? Si je ne suis pas d'accord pour le choix opéré, j'ai l'obligation de donner. Si je ne donne pas, c'est ma lecture, si je ne donne pas mon parrainage, c'est que la prochaine liste qu'on va établir au niveau des législatives et des municipales, le risque qu'il y a là, c'est que votre nom n'y figurera pas. Ça, c'est votre façon de voir les choses. Mais oui, c'est comme ça. Ce n'est pas écrit. Regardez, ce n'est pas écrit comme ça. Dans l'ancien code, c'était pas comme ça. C'était pas comme ça. Oui. Ça veut dire quoi? En 2021, vous avez vu le problème que ça a posé avec les parrainages, où des gens nous ont dit, je ne sais même pas à qui on a remis mon parrainage. D'accord. Alors, on va revenir sur le sujet, n'est-ce pas, le sujet du jour, n'est-ce pas, où sont les candidats et quels sont les projets de société. Je voudrais voir, quelle est la nécessité, selon vous, de procéder, je dirais, aux élections primaires au sein d'une formation politique? La nécessité, pour ce cas de figure où il faut désigner les candidats. Quand vous avez plusieurs personnes qui décident d'être candidats au nom du parti politique, il faut trouver un critère objectif. Oui. Et j'estime. C'est vrai que pour l'instant, on ne nous a pas encore dit qu'il y a plusieurs personnes qui aspirent au... Non, il y en a. Ne nous trompons pas. Il y a dans un grand parti comme le PR, comme le BR, comme les démocrates, il y a forcément des gens qui veulent tenter leur chance à la présidentielle. Et les primaires vous paraissent il faut trouver un mécanisme. Le meilleur mécanisme. Que si on ne trouve pas le même, on ne peut pas demander au bureau politique d'imposer aux candidats militants. C'est-à-dire que quand on veut faire un congrès, par exemple, on sait comment on forme les délégations. On fait un congrès de désignation de candidature, de duo. Et on dit aux différents duos qui désirent y participer de s'inscrire. Et donc, on fait un vote unanime. Si après le choix, le choix est porté sur un candidat, tous les membres du parti politique auront envie de l'accompagner. Mais si c'est si c'est que vous leur imposez un candidat, ok, ils vont accepter, mais sur le terrain, on a vu déjà
militants. Des contre-campagnes sur, Oui, sur le terrain. Alors, et c'est mauvais. monsieur Makoko, en quoi le système de dauphinat ou le choix d'un dauphin à la fin de la gestion du magistère, du chef de l'État, en quoi ça pose problème? En quoi, selon vous, ça trahit un peu l'esprit, dois-je dire, de la réforme du système partisan, par exemple? Vous savez, le président Patrice Talon a fait part au peuple béninois de ses intentions, de ses bonnes intentions, c'est-à-dire sa volonté de réformer ce système partisan pour employer une expression utilisée par le professeur Aïvo, déghettoiser l'arène politique béninoise, alors pour permettre à ce que, à l'intérieur des partis politiques, puisse souffler le vent de la démocratie. Parce que justement, au Bénin, il se pose un problème de démocratie interne dans les partis politiques. Il n'y en a même pas. Il n'y en a pas. Et là, c'est quoi? C'est que lorsqu'on décide d'assainir ce milieu, d'accord, c'est justement parce que on ne veut plus que dans son salon, une personne puisse décider de qui sera candidat dans la 9e circonscription électorale. De toute l'équipe, de tous les membres du parti. Et puis, avec la réforme actuelle, le choix risque, parce que finalement, le peuple n'aura à choisir qu'entre 2 ou 3 personnes. Cela, et si jamais on prend le risque de laisser la désignation de ces 3 ou 2 ou 3 candidats à 2 personnes, au président Patrice Talon et au président Boni Yayi, ça voudra dire que simplement le peuple vient, comment on appelle ça sous la démocratie, et vient plébisciter un peu le choix individuel de ces 2 personnalités. Voilà pourquoi je pense que la réforme n'est pas allée suffisamment loin. Qu'est-ce que vous aurez suggéré? Ce que je voudrais suggérer, c'est quoi? De manière claire, c'est que la Sénat essaie d'assister. La Sénat essaie d'assister les partis politiques. Et chaque parti politique essaie de procéder à l'enregistrement de ses militants actifs par commune. Et lorsque les militants actifs sont enregistrés par commune, alors on laisse maintenant les différents membres des partis politiques manifester leur volonté de candidater. Si par exemple au niveau de l'UPR, on voit 2 ou 3 personnes qui choisissent être candidats pour compétir lors des élections présidentielles, et ils vont alors être soumis aux primaires. Et les primaires, les élections vont être organisées par commune. D'accord. Et quand les élections sont organisées par commune, chaque parti politique a un siège dans une commune. Et au niveau de ces sièges-là, la Sénat diligente une équipe technique. La Cour constitutionnelle, si elle veut être, ça dépendra de la juridiction qui est compétente pour connaître de ces élections-là. Et on va organiser comme on le fait des élections nationales. Et on constatera que au niveau de Parakou, les militants ont voulu que parmi les 3 candidats, les volontaires de LD, voilà la personne choisie par les militants LD de Parakou, les militants LD et les militants UPR de Parakou. Et quand on fait le sondage, on fait le point des 77 communes, on constate que sur les 3 candidats, d'accord, qui sont manifestés au niveau des partis, les 3 duos. Les 3 duos, par exemple, voilà le duo voulu par les militants à la base. Voilà, ça c'est un cours magistral, et à la limite, une consultation que vous donnez un peu aux formations politiques et je valide à la classe politique. On va y revenir parce que sans doute on aura une autre rencontre pour parler un peu des contours du code électoral et même de la réforme du système partisan tout au point. Alors Moïse Soudé, je vous fais cette question de savoir, est-ce que ce choix, pour ne pas dire cette position que le chef de l'État avait affichée en son temps, en annonçant que bon, on ne va ouvrir le débat de la succession qu'à 6 mois avant les élections, est-ce que cela s'impose aux partis de l'opposition par exemple? Et leur silence à l'heure actuelle, est-ce que selon vous cela s'interprète comme une stratégie? Le silence observé montre que cela s'est imposé à eux. Vous ne voyez pas ça comme une stratégie politique? Écoutez, vous avez tous les développements. Moi, je le dis, si quelqu'un sait qu'il peut résister au chef de l'État, qu'il commence par réunir ses gars pour dire, moi, qu'il réunisse ses gars dans son salon, avec vous dit, bon, moi, je serai candidat en 2026, qu'il le fasse, ou bien qu'il aille en griffe dans son fief, qu'il dise à ses militants, non, ça ne se passe pas comme ça. Mais si on ne permet pas le débat démocratique au sein des partis, nous allons retrouver le schéma de 2021. C'est-à-dire qu'au niveau de la mouvance, on va trouver un seul duo.
Et au niveau de l'opposition, on risque de ne Mais pas... un seul duo au niveau de la mouvance, même si on a plusieurs partis soutenant les actions de la mouvance, est-ce que ce n'est pas bénéfique, hein, n'est-ce pas, à une formation politique ou bien à un camp lorsqu'on a un seul duo? Ce n'est pas une occasion de multiplier les chances du duo, Makoko? Bon, je pense que ça dépend. Hein. Ouais. Vous savez, au moment où on remonte un peu en 2011. 2011, et on a constaté que lors des élections présidentielles, autour du président Adrien Ngouedji, la plupart des partis de l'opposition se sont agglutinés autour du candidat Adrien Ngouedji. Mais les résultats sont là. Ça n'a pas été efficace puisque les élections ont été soldées par un chaos retentissant, historique. Maintenant, lorsque nous sommes venus en 2016, la coalition de la rupture a appréhendé cette stratégie de 2011 comme n'étant pas profitable. Et vous avez vu comment ils se sont comportés. Ils sont allés aux élections, d'accord, de manière dispersée. Il y a une pluralité de candidatures. Et c'est après qu'ils se sont regroupés autour d'un candidat. Et cette stratégie, c'est un peu... Ça donne le résultat que nous voyons avec l'élection du président Patrice Talon. De toutes les manières, il appartient à chaque staff, à l'intérieur de chaque parti politique, de dire quelle est la bonne stratégie vu le contexte actuel, puisque les choses ont changé. Alors, quelle est la bonne stratégie selon vous, Moïse Soudé? C'est la démocratie participative. Et je vais vous donner la... Et en quoi cela consiste? C'est-à-dire que vous commencez les élections à la base. C'est-à-dire la liste des différents duos qui se sont prononcés. Et dans les différentes communes, ou bien dans les différentes circonscriptions, on en a 24. Chaque parti organise. À la fin, on fait la sommation, on verra les meilleurs. Parce que si on ne le fait pas, et je vais vous dire le gros risque. Mais cette méthode-là, ce serait une première. Hein? Est-ce que c'est peut-être parce que aussi c'est une nouvelle expérience, certes, que vous... Non, si on ne fait pas ça. Est-ce que ce n'est pas parce que c'est une nouvelle expérience je vais vous donner un exemple. Si on ne fait pas ça, ouais, et comment on appelle, les démocrates, ils ont mis 8 députés. Ça veut dire 28 parrainages. Oui. Si un seul fait défection, c'est qu'ils n'ont pas de duo à présenter pour 2026. Et quand ils vont vouloir faire accord de gouvernance avec FCBE, qui a, je crois, 6 maires, c'est-à-dire que FCBE peut exiger, par exemple, de LD, donnez-moi la vice-présidence. Parce que là, c'est un contrat, il faut s'entendre. C'est un contrat, donc je dis, si c'est un candidat, si c'est un duo consensuel, je crois que les 28 députés vont le faire. BR, ils ont 28 députés, mais ils ont des élus. Oui. Le même problème des élus maires. Des élus maires. Le même problème peut se poser. S'il y a des kamikazes, ok, je ne vous donne pas mon parrainage, quitte à vous de ne pas me positionner sur la liste législative des municipales, mais je ferai échouer le duo. Donc il va falloir qu'à la base, qu'on sente que ce sont les militants de façon unanime qui ont désigné un duo. Si on ne le fait pas et qu'on impose un duo, d'où la démocratie participative. C'est ce que je dis, il faut donner la possibilité à ceux qui sont allés vers votre parti politique un autre point de notre discussion, les projets de société. Il faut au moins que ces projets, n'est-ce pas, sortent un peu plus tôt pour que le peuple s'en convainque, non? Vous savez, moi, je me suis beaucoup interrogé sur cette question de projet de société. Parce que c'est à la veille des élections que les gens arrivent à pondre des documents volumineux qu'on sait à une frange de la population pour lecture. Parfois, je pense que ce n'est pas sérieux. Mais c'est une stratégie qui cache mal, je ne vais pas dire manque de génie, d'innovation, de créativité, de réflexion au niveau de la plupart des formations politiques en Afrique, puisque ce n'est pas un problème typiquement béninois. Mais moi, j'aurais voulu que le débat politique soit élevé, le niveau de ce débat soit élevé. Par exemple, quand on prend les questions importantes, parce que la plupart du temps, tout le monde s'occupe à parler de politique, et il y a des questions économiques dans le pays. Lorsque, par exemple, on voit que la gouvernance du président Patrice Talon, de 2016 à aujourd'hui, il y a la question fiscale. Parce qu'on a constaté que, comment on appelle, le taux peut-être en matière fiscale, en matière des taxes, que ça a augmenté. Les opposants ont décrié cela en longueur de journée. On a constaté également qu'il y a les prêts contractés par le gouvernement béninois. C'est vrai que les réalisations sont là, on peut doiter. Mais lorsque vous voyez un peu ces deux sources de financement majeures du gouvernement du président Patrice Talon, on constate que les vis-à-vis de ce gouvernement de la rupture, que je peux appeler le parti les démocrates, ont à chaque fois critiqué ces deux modes de financement. Maintenant,
qu'est-ce qu'il propose? Oui, quelle est l'alternative? Parce que c'est à ce niveau souvent qu'on n'a souvent pas, je dirais, une nouvelle voilà, c'est ça le problème fondamental. Pour pouvoir changer. C'est ça le problème fondamental. Vous ne voulez pas qu'un gouvernement entraîne le pays dans des prêts colossaux. Des endettements. Mais vous ne proposez pas l'alternative. À partir de 2026, vous allez financer le développement du Bénin comment? Vous avez rejeté les gros impôts, d'accord? C'est pas grave. Vous avez rejeté les prêts mirobolants et, comment on appelle, exorbitants. Ce n'est pas grave. Mais comment pensez-vous en 2026, si vous prenez comment le vous allez pouvoir, financer comment vous allez financer? On ne sait pas encore. encore. Alors, Moïse Soudé, on ne connaît pas les candidats, bien entendu. Les projets de société ne vont pas tomber du ciel, non? Non, les projets de société, si les candidats sont désignés par les partis, je crois que ce sont les partis qui rédigent les projets de société. Je prends l'exemple du PASTEF au Sénégal. Ce sont les cadres, les spécialistes qu'on a réunis. L'intelligentsia du PASTEF s'est réunie pour rédiger le projet de société. Parce que, vous savez, sans faire une insulte à mes compatriotes, combien de Béninois lisent le projet de société? Il a bien dit, c'est un document volumineux qu'on vous donne, bien les gens, même ceux qui sont membres. Mais est-ce que la période où ces projets de société intervient aussi ne pose pas problème? Soit, parce que le problème c'est quoi? Ils savent que nous ne choisissons pas forcément le candidat en fonction de son projet de société. Il y a les affinités, Donc, et quand il arrive même au pouvoir, ceux qui le soutiennent ne lisent même pas son projet de société. Donc, je crois qu'il revient au parti. Parce que dans tous les partis politiques, il y a des têtes bien faites. Et les remarques que vous avez faites, on peut les prendre. On prend les spécialistes pour dire, si nous ne voulons pas de gros impôts, qu'est-ce que vous nous proposez? Parce que c'est quoi en Afrique? Projet de société de l'opposition, dégage et donne-moi le pouvoir, c'est tout. Et si la mouvance veut rempiler, on propose un projet de société revu et corrigé. C'est ça le drame en Afrique. On devrait, normalement, même dans les partis, ce que nous avons proposé, les duos qui veulent compétir, qui veulent candidater, c'est-à-dire ils doivent faire une synthèse de leur projet de société à présenter. Comment on dit, les grandes lignes. Les grandes lignes, pour qu'on les choisisse. Mais souvent, qu'est-ce que les gens font? Ils font des projets de société dont ils ne sont pas convaincus, copier-coller. Parce qu'ils savent que nous avons une population analphabète qui se contente de dire, quand le frère vient au village, il dit, c'est grâce à lui que je viens vous faire des cadeaux. Donc, si vous voulez qu'il soit président, il faut voter pour lui. Voilà. Et les gens vont, vous allez voir le jour de vote, les gens, ceux qui ne savent pas, ils vous disent, ouais, l'image de tel sur le bulletin, vous le montrez lui, mais il met le cachet sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière ce candidat-là. Makoko, est-ce que c'est parce que les projets de société sont volumineux? Est-ce que c'est parce que ces projets de société, je dirais, s'adressent à des populations majoritairement analphabètes qu'on ne s'intéresse pas trop? Ou alors c'est parce que peut-être leur arrivée, n'est-ce pas, intervient à un moment un peu trop, ça vient un peu de façon tardive? Vous savez, l'entrée en politique doit être justifiée par une trilogie. Laquelle? Il faut un projet de société, un projet de gouvernement et une idéologie politique. D'accord. Et souvent, à l'avènement d'une formation politique, on entend l'idéologie, mais le reste, les deux autres pans là, on ne voit absolument rien venir. Tout à fait. J'ai essayé de lire un peu l'ancienneté de la les formation statuts règlements des différentes formations politiques, en tout cas les plus importants, ou bien celles qui sont représentées du moins à l'Assemblée nationale. Et lorsque vous lisez un peu les idéologies, vous avez l'impression que c'est pratiquement la même chose. Alors qu'il y a certaines de ces formations qui se réclament de la mouvance présidentielle et d'autres de l'opposition. C'est un peu comme s'il y a de contrastes. Il y a de contrastes. Et le projet de société, en réalité, doit rester dans la même dynamique que l'idéologie politique. Vous ne pouvez pas être sociodémocrate et alors opter pour les fautes tasses et les gros impôts. D'accord. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, il doit avoir une sorte de conformité entre l'idéologie politique et le projet de société. En réalité, ce qui se passe, il y a une part de responsabilité du peuple béninois. Moi, je le dis et je le répète encore. Oui. C'est quoi sa part de responsabilité? La part de responsabilité, c'est qu'elle se croit rusée. Je vais parler de la population béninoise. Elle se croit rusée, c'est-à-dire les gens envoient un peu d'argent, elle encaisse et après elle va voter qui elle veut. Certains vous disent qu'elle se croit qu'on l'a trop manipulée, que bon, c'est la méthode qui correspond. Bon, en réalité, c'est la réplique en quelque sorte. En réalité, lorsque vous allez pour assister au meeting de quartier,
Quand vous allez, par exemple, je donne l'exemple d'un quartier lambda, de Godomé ou de Ménotin, et un candidat vient, il réunit une foule. Et lorsqu'il part, il livre un message lors de son passage. Après lui, un autre candidat revient. C'est pratiquement avec les mêmes personnes. Mais vous constatez que à chaque fois, cette même foule applaudit. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je dis. Les hommes politiques sont très bien conscients de ce jeu. Et ils savent que pour avoir la population, il faut acheter sa voix. Moi, je les appelle les vendeurs de suffrage. Et lorsque les politiciens viennent, je prends l'exemple des députés. Le député va dans sa circonscription électorale. Le président Kérékou a dit un moment, si vous voulez remporter les élections présidentielles au Bénin, il faut un budget à minima de 4 milliards. Mais je me suis demandé, mais ces 4 milliards vont servir à quoi? Parce que ce ne sont pas les candidats qui vont acquérir, comment on appelle, la logistique électorale. Ce ne sont pas eux qui vont acheter les urnes, les isoloirs, les spécimens et autres. Ce sont pas il faut permettre aux populations, à celles-là qui vont voter de la paix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? C'est quoi? Ces hommes politiques surfent sur l'analphabétisme de nos compatriotes. Ça, c'est un détail non négligeable. Et sur la pauvreté, voire la misère des populations. On loue les basses, les chaises avec les occupants. Et moi, j'ai eu, en tant que journaliste, j'ai constaté que quand celui qui est dans le quartier vous a mobilisé, on dit il faut remettre 5 000 francs à chaque participant, lui, il fait son calcul, il remet 2 000 et galerait parce que c'est un moment de commerce où tout le monde s'enrichit. Donc, les populations, leur problème, Minadouni, c'est-à-dire qu'on vient prendre notre part, mais sans savoir que celui-là, quand il a sorti de l'argent pour se faire élire, une fois au pouvoir, il va d'abord récupérer tout ce qu'il a dépensé pour vous acheter. Donc, il va falloir que les objecteurs de conscience, que les hommes politiques deviennent de plus en plus honnêtes. Quand on va là-bas, parce qu'eux, ils pensent à leurs intérêts, sans penser à l'intérêt de la grande masse. Et comme nous aussi, nous sommes là, on dit, bon, on vient nous dire que celui-là, il est mauvais, sans savoir, sans demander pourquoi il est mauvais, on suit l'homme politique. Donc, l'homme politique béninois est tout le temps dans la manipulation. On manipule les masses populaires. On surfe sur la difficulté. C'est une stratégie politique. On attend la rentrée, on va leur offrir des cadeaux. On attend fête de Noël, on joue Papa Noël. Et les populations sont contentes parce que Tantan Pion, chaque fois, il est à nos côtés quand on a des difficultés. Donc, quand il vient nous donner des consignes de vote, sans réfléchir, on vote pour son candidat. On a des... Écoutez, j'ai un mot à placer rapidement. Vous savez, il y a une anecdote. Le président Denis Sassou Nguesso, et il s'est rendu dans la plus grande université de son pays, rencontrer les étudiants. Et le jour-là, un étudiant lui a posé la question, mais monsieur le président, vous êtes là il y a tant d'années, mais pourquoi vous n'arrivez pas à développer le pays? Il a dit à l'étudiant qui a posé la question, je reviens dans un mois et je vous donnerai la réponse. Avant de partir, il a ordonné à ce que l'on remette un peu de l'argent au bureau qui coiffe les étudiants pour que les étudiants puissent partager. Mais lorsqu'on leur a remis, je vais faire une petite comparaison, à supposer qu'on leur a remis 1000 francs à partager à tous les étudiants. Et lui seul, il a encaissé 800 francs et il a partagé 200 francs aux étudiants. Un mois après, le président revient à l'université et dit maintenant je suis prêt pour répondre à la question posée. Et il appelle maintenant le responsable des étudiants pour dire vous avez partagé combien à vos collègues? Et à lui de répondre, malheureusement, que c'était 200 francs qu'il a partagé. Le président dit, voilà ce qui fait que je n'arrive pas à développer le pays. Quand je donne des consignes, il y a des gens qui sont là, qui sont toujours dans le faux et truqués. Et voilà, c'est un peu ça. Donc, la population n'a pas de responsabilité. On annonce 1000 francs, n'est-ce pas? 2000 francs sont décaissés, mais 500 francs sont transmis, je dirais, pour ceux à quoi on avait décaissé les 2000 et autres. Et puis, au fur et à mesure, ça dégringole. Oui, le temps est vite passé. Ce serait votre mon mot de fin, je voudrais inviter les 109 députés du Parlement à se pencher sur la relecture du code électoral. Parce que le code électoral... Vous insistez. Si on a un bon code électoral, on renforce notre vivre ensemble. D'accord. Moïse Soudé, merci beaucoup. Garcia Makoko, merci également à vous. Merci, juriste, chercheur et écrivain. Moïse Soudé, consultant, analyste politique. Mesdames, Messieurs, ce serait tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Élection de 2026, qui sont les candidats et quels sont les projets de société? C'est la thématique qui nous a réunis ce soir. On va poursuivre les échanges demain à 20h sur l'Info Continue. Allez, portez-vous bien.